Bonjour M. Zoral. Voilà, je suis ici, bonjour. Donc, je suis dans une association de quartier de jeunes à Pessac qui essaie de se structurer pour essayer de s'organiser politiquement. Et régulièrement, vous appelez à essayer de se révolter de façon pacifique, de façon non violente. On a une idée à vous soumettre, on voudrait savoir ce que vous en pensez. J'ai reçu le racket de tous les Français, c'est-à-dire la prochaine fiche d'impôt, là, de 1400 €. Qu'est-ce que vous pensez de se torcher le cul avec ça? C'est vrai qu'on est obligé de penser, quand on voit l'échec de l'opposition traditionnelle qui s'appelle les manifestations, qui n'aboutissent jamais à rien finalement, à des façons plus efficaces effectivement d'exprimer sa colère citoyenne ou son refus citoyen. Et peut-être effectivement que la grève de l'impôt peut à un moment donné être quelque chose d'intéressant. Moi, je ne sais pas ce que je préconise pour l'instant, parce que j'ai suffisamment d'ennuis comme ça pour en rajouter. Mais à la limite, moi, j'appelle les gens à multiplier les propositions et aussi les contre-pouvoirs et les réseaux de résistance. Moi, j'ai toujours dit que on serait d'autant plus fort qu'on serait nombreux. J'ai toujours appelé, avec Égalité et Réconciliation, j'ai toujours appelé à faire en sorte de coopter tout le monde. Là, on a ouvert la porte à Farida Belgoul, qui fait un très bon travail. C'est très dangereux d'être tout seul. Mais c'est mégalomane et dangereux, parce que vous vous faites allumer, vous prenez tout dans la gueule. Donc moi, je suis très content que des jeunes de quartier, plutôt que de demander, comme c'était il y a des années, je me rappelle, qui nous donne le plus et voter PS, ont aujourd'hui la maturité, la citoyenneté pour faire des listes aux municipales et être représentés par eux-mêmes. Je n'ai jamais, moi, que préconisé que ça. Soyez représentés par vous-même, choisissez vos représentants. Et après, choisissez vos mots d'ordre. Ça peut être intéressant à un moment donné de publier à quoi sert l'argent de nos impôts, quand on voit par exemple qu'aujourd'hui on finance entièrement les associations communautaires qui nous raquettent. Elles n'existent que par l'argent de nos impôts, l'UEJF, la LICRA, etc. Autre sujet, on finance entièrement l'argent des journaux, qui sinon auraient tous mis la clé sous la porte. Libé, qui me crache à la gueule, ne vit que par l'argent de nos impôts, sous prétexte d'aide à la diversité de la presse pour des raisons démocratiques, alors qu'ils disent tous la même chose. Donc effectivement, on peut à un moment donné, moi je vous incite à le faire, parce que c'est un travail d'Internet, publier toutes les subventions que touchent, sans qu'on puisse intervenir, des coquilles vides, des associations d'incitation à la haine, elles, authentiques, des journaux inutiles et qui ne font plus leur travail, et dire moi je ne paye pas mes impôts pour ça, et tant qu'on donnera des centaines de milliers d'euros à... Regardez ce que touche SOS Racisme par an, qui doivent avoir 400 adhérents, ou un truc comme ça. Ils touchent des centaines de milliers d'euros de nos impôts. À un moment donné, effectivement, vous pouvez, dans des associations, vous avez la légitimité, puisque SOS Racisme est censé parler en votre nom. Dire, voilà, ces gens-là ne nous représentent pas, il faut le dire, ils ne représentent rien, ils nous ont fait beaucoup de tort, et ils coûtent très cher aux citoyens français. Donc nous, Français issus de l'immigration, pour que les Français de souche ne pensent pas que c'est à cause de nous qu'on met de l'argent là-dedans, nous disons que nous ne voulons plus que les Français payent pour ça. Ça serait un bon vecteur de réconciliation nationale, vous voyez, pour casser justement ces idées automatiques qui se disent SOS Racisme et les jeunes de banlieue, et ils nous emmerdent, c'est avec le politiquement correct, etc. Alors que c'est pas vrai, c'est le Parti Socialiste et c'est l'UEJF, on le sait derrière, c'est pas du complotisme, c'est la vérité. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas d'avis très précis là-dessus, parce que je fais déjà mon travail et c'est beaucoup. Mais Farida avait inventé l'histoire du jour d'absence. Pareil, ils ont tous menti. Personne n'a dit que les enfants devaient se retirer de l'école. Vous avez le droit légalement que votre enfant n'aille pas à l'école un jour par mois. Donc l'idée c'était qu'un jour par mois votre enfant ne va pas à l'école et vous dites je ne veux pas qu'il aille à l'école ce jour-là pour signifier que je suis contre l'introduction de la théorie du genre à l'école maternelle. C'était ça la réalité de son combat. Et tous les médias ont menti en disant on ment pour que les gens d'origine immigrée en plus qui sont des esprits faibles, tout ça a été dit avec un bon racisme inconscient, retirent leurs enfants de l'école tout court. Alors que c'était absolument pas ça. La démarche de Farida est très citoyenne, très mesurée, très intelligente. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, là on est dans le négationnisme, c'est qu'après que tout le monde nous ait dit que la théorie du genre n'existait pas et qu'elle rentrait pas à l'école, le PS, qui à mon avis a vu les prévisions des renseignements généraux sur les prochaines municipales et l'effondrement des votes maghrébins et musulmans, parce que je suis désolé, le PS a perdu les ouvriers dans les années 80, il vient de perdre les immigrés dans les années 2000, il leur reste en réalité les sionistes et les homosexuels. Et encore pas tous.
c'est peut-être des lobbies puissants, on le sait, mais électoralement, ça pèse pas très lourd. Donc à un moment donné, il faut se poser la question, c'est ce que Valls devrait se poser au niveau de son avenir politique, c'est qu'effectivement, il est devenu le milicien d'une communauté très puissante, mais qui représente électoralement pas grand-chose. Et on sait qu'après avoir fait le travail pour le CRIF, puisque tout ça est venu d'une injonction du CRIF, il a perdu immédiatement 7 points dans les sondages. Et à mon avis, sa carrière politique est sur la sellette. C'est un peu qui tout double, hein. Il peut très bien finir comme Mélenchon. Hein. Voilà. Donc, pour finir sur votre question, on ne peut pas trop digresser pour laisser les autres, multiplier les initiatives intelligentes et citoyennes, éviter l'insulte et la violence, bien évidemment, et montrer par là que vous êtes des citoyens français conscients, efficients, et que vous sortez qu'on sort aussi de toute cette vieille manipulation de merde, des manifs qui servent à rien, encadrés par des syndicats qui ne représentent plus qu'eux-mêmes, qui ont fait entièrement allégeance au patronat et aux instances européennes, on le sait tout ça. On est en fait dans une période où il faut redéfinir toutes les catégories de la politique, de la lutte politique, c'est évident. Hein, toute la vieille génération de mai 68 qui a trahi tous ses idéaux, si tant est qu'elle en avait, et qui est aux affaires aujourd'hui pour nous imposer des trucs délirants. On va dire alors le gender, c'est eux. Hein. C'est la vieille clique on se rappelle de ce que racontait dans les années 75 un Cohn-Bendit, qui trouvait très agréable de se faire déboutonner la braguette par une petite fille de 5 ans. Il le disait à l'époque en rigolant devant Paul Gutt, qui n'osait même pas dire qu'il trouvait ça un peu abusif. Et on voit qu'aujourd'hui, cette vieille clique qui est aux affaires de partout, eux, ce qu'ils veulent en gros, c'est dédiaboliser, c'est le mot, la pédophilie. Hein. Quand j'ai dit ça, Nolo m'a traité de délirant. C'est pas délirant du tout. Hein. C'est assez facile à comprendre. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est à un tournant de notre histoire où il faut faire... il y a un renouvellement complet des cadres de ceux qui sont censés représenter les jeunes issus des quartiers, de la gauche qui n'est plus du tout représentée ni par le PS ni par le PC. Qu'est-ce que la gauche aujourd'hui? Finalement, aussi d'une droite qui représenterait au moins la bourgeoisie catholique française. On voit bien aussi que le Figaro est sur tous ces sujets-là sur la même ligne que Libé et tout le reste. Hein. Voilà. Donc on est dans une période de grand ménage et de grande lessive qu'il faut essayer de faire intelligemment, pacifiquement et citoyennement. Donc voilà, j'ai répondu un peu longuement à votre question, mais voilà ce que je peux vous inciter à faire. Et comme je le dis pour lever toute ambiguïté, je n'ai jamais demandé aux jeunes des quartiers de voter Front National. Je leur ai demandé d'arrêter de voter PS en pensant qu'ils votaient antifascistes, qui était quand même la preuve d'une absence totale de culture historique. Quand on voit qui a fait la pacification la plus violente de l'Algérie, c'est la Troisième République. Qui a voté les pouvoirs spéciaux sur la pacification de la Casbah pendant la guerre d'Algérie, c'est Guy Mollet et c'est l'équivalent du Parti Socialiste. Qui était ministre à l'époque et a fait couper la tête à 64 militants du FLN, c'était François Mitterrand, alors que Le Pen n'a en réalité rien fait parce qu'il n'en avait pas les moyens. Donc moi tout le message que j'ai dit, musclez votre culture historique. Et après, moi, ça me suffit. Je pense qu'un type qui a une bonne culture ne dit plus n'importe quoi. Et c'est tout. Et aujourd'hui, je pense qu'on y est. Je pense qu'aujourd'hui, le PS s'est rendu compte, avec la diabolisation de l'islam qu'il a mis en place de A à Z, hein, c'est pas le Front National qui a mis en place la diabolisation de l'islam. Le Front National avait critiqué l'immigration sauvage et intégrale, ce qui était à la limite plus honnête et plus légitime comme discours. Et on voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, je le dis, que sur la défense de Dieudonné, ceux qui se sont tenus le moins mal, et même hier, Philippot face à Valls, celui qui s'est tenu le moins mal, c'est finalement le représentant du Front National. Je dis pas plus, hein, voilà, c'est à un moment donné, et je vous dis, soyez autonomes, soyez cultivés, et aujourd'hui vous pesez des millions de voix électorales en France, vous êtes souvent majoritaire dans certains quartiers, faites des listes citoyennes au niveau local, et soyez vos propres représentants. Moi j'ai remarqué que c'était toujours le bordel quand, au lieu de parler en ligne directe entre nous, si tant est que moi je serais un Français de souche et toi un Français de branche, on nous a imposé quelque chose. Le pire c'est quand on a un intermédiaire qui parle en notre nom, c'est-à-dire que toi c'est Julien Drey qui parle à ta place ou Malek Bouti, et moi c'est Finkielkraut évidemment qui maintenant se présente et lui et Askolovitch comme Français de souche. Ils osent. Pour nous dire, pour Finkielkraut, lui qui va très très loin dans la schizophrénie, vive Maurice Barrès, mais à mort le Front National. Je dis, ça va devenir de plus en plus compliqué, sauf s'ils passent par la dictature. Moi, je pense qu'au niveau d'incohérence où ils en sont, d'illégitimité où ils en sont, leur seule solution, c'est soit à un moment d'en rabattre et dire bon, on se calme, ce que l'on leur demande, soit c'est la dictature. C'est pour ça que je dis l'heure est grave hein, quand même. Hein. On est les plus nombreux, on est les plus légitimes, mais effectivement, il est temps de se structurer et d'agir intelligemment et citoyennement, parce que les autres, ils sont sur le passage en force hein, maintenant. Hein. Les messages qu'ils nous ont envoyés récemment, c'est on a les moyens de vous faire peur et de vous faire mal. Hein. De vous faire peur, de vous faire mal économiquement et physiquement.
physiquement. J'ai été ratonné 2 fois cette année, je rappelle, hein, encore. Hein. Et que mes plaintes sont toujours classées sans suite. J'ai demandé une protection policière, moi je ne l'ai jamais obtenue, alors que je vous signale que Maître Goldnadel a une protection policière, Pierre Berger a une protection policière. J'ai croisé l'autre jour, les hasards qui font bien les choses, Arnaud Klarsfeld dans la rue. Et tu peux en témoigner. Il a une voiture de fonction, un chauffeur et 2 flics en permanence. Chiffrez ce que ça coûte par mois à l'État français, donc à vous, en plus des 7 000 € qui touchent par le Conseil d'État. Chiffrez ce que ça fait. Pour pouvoir, à mon avis, aller plus tranquillement acheter ces produits. Pour citer le petit Bedos, n'est-ce pas? Le petit Bedos qui se vante à la télé d'aller acheter sa cocaïne chez son dealer maghrébin et d'en faire un espèce d'illettré abruti musulman djihadiste. Tout ça tombe sous le coup de la loi selon les principes des autres. Moi je suis pour l'humour généralisé, hein, je suis pour la liberté totale comme Dieudonné. Mais le type, ça ne le gêne pas du tout de dire « J'allais acheter ma drogue l'autre jour chez mon dealer maghrébin abruti » et le mec il dit ça en prime time sur la chaîne nationale sur la 2. Je crois normalement que d'acheter de la drogue, ça tombe sous le coup de la loi. Or, pour Nicolas Bedos, non. Parce qu'il a fait les allégeances qu'il faut, parce qu'il fait partie de l'hyperclasse. Ou, à un moment donné, il va falloir revenir à la loi. Et je demande que fait la police pour aller enquêter sur Nicolas Bedos, qui vient de déclarer publiquement, en plus de faire le comique auxiliaire de police pour appeler à la mise à mort d'un de ses collègues, qui est plus drôle que lui, et qui vient raconter en prime time sur la 2 qu'il est un consommateur de drogue. Normalement, c'est l'enquête. Le lendemain, c'est la perquisition. Pas chez moi ou chez Dieudonné, chez lui. Alors il ne se passe jamais rien, tout le monde rigole, tout le monde applaudit. Ça pose un problème tout ça. Hein, et c'est ça, là-dessus, vous pouvez communiquer, vous qui êtes harcelés par les comment dirais-je, les contrôles de police et dont on vous dit que vous êtes tous dealers et je sais pas quoi, et délinquants. Voilà. Après, on découvre que ceux qui blanchissent le pognon et qui sont au haut de la pyramide, ils s'appellent El Malais. Et qu'on retrouve le pognon sur le compte d'une élue des Verts de la ville de Paris. Tout ça, je délire pas. Hein. Et là, on leur saisit pas. Enfin, là, là, on vous parle toute la journée de l'évasion fiscale de Dieudonné parce qu'il a investi une partie de son argent au Cameroun, qui est son 2e pays. Mais l'histoire de l'élu vert qui avait des centaines de milliers d'euros sur son compte, il dit non, c'est pas l'argent du trafic de drogue, c'est juste de l'évasion fiscale. C'est juste de l'évasion fiscale. Là, derrière, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est tout ça qu'il faut. Je digresse longtemps, mais c'est tout ça qu'il faut. Il faut demander des comptes, je veux dire, à ça, à l'État, etc. Il faut le faire. Hein. Question suivante. Bonjour Monsieur Soral. D'abord, bravo, respect pour ce que vous faites. Moi, je voulais savoir, vous en avez parlé brièvement tout à l'heure, la relation que je crois que vous entretenez encore aujourd'hui avec Éric Zemmour. On a vu sa critique se durcir vraiment sur un petit peu ce qui se passe en ce moment, sur le système, la théorie gender. Il a été obligé, il a été sommé de justifier sa source, égalité et réconciliation sur une télé, là, il n'y a pas longtemps. Donc, je voulais savoir, voilà, quelle relation vous entretenez, est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui, comment vous trouvez sa critique aujourd'hui, est-ce qu'il a une certaine légitimité encore à parler de ces choses-là, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Ben moi je juge les gens sur leurs actes. Hein. Donc moi j'ai longtemps dit à Zemmour, écoute, tu as aujourd'hui une place dans les médias qui est un peu la mienne, parce que toi tu peux dire des choses que moi je ne peux pas dire, parce que tu as le ticket communautaire qui fait qu'on ne peut pas te traiter de, etc. C'est une évidence, effectivement, pour avoir le droit de dire ce qu'il dit depuis des années que je n'ai plus le droit de dire, parce que sur beaucoup de sujets il dit à peu près la même chose que moi. Sur beaucoup de sujets, on va dire, je lui avais dit ça. Alors il disait, évidemment ça le vexait un peu, parce qu'à la limite ça ne dépend pas de lui. Je disais, prends conscience que... donc à la fois j'aimais bien ce qu'il disait, en même temps je disais, bon, c'est un jeu un peu facile. Hein, voilà, comme exactement Finkielkraut peut réhabiliter le nationalisme français et le combat identitaire, parce qu'effectivement il a le ticket communautaire. Voilà, s'il a été français de souche, on le traiterait de nazi, de mec d'extrême droite, de nostalgique du pétainisme, etc., etc. Donc ça on le constate tous. Ce que je vois moi, c'est que sur la question du genre, parce qu'il a peut-être pas envie il a envie qu'on apprenne aux gosses et à ses gosses à lire et à compter à l'école plutôt que des questions de sexualité, surtout à un âge où on n'a pas, à mon avis, trop à parler de ça. Je vois qu'il est monté au créneau assez courageusement sur cette question, ce qui veut dire que c'est une question transcommunautaire. Hein. Voilà, c'est une question où le clivage ne sont pas sur juste, on va dire, les musulmans et les catholiques d'un côté et d'autres de l'autre. Hein. C'est une question qui clive différemment. Hein. On va dire sur les pseudo-progressistes et puis les gens qui ont, on va dire,
un certain sens des valeurs et qui ont un peu peur d'une société qui va trop loin dans le n'importe quoi. Bon, il s'est bien tenu, et évidemment, qu'est-ce qu'on lui a dit pour le soumettre? On lui a dit, vous reprenez les idées d'Alain Soral, vous êtes allé chercher vos sources Égalité et Réconciliation, d'aller dire, et là, il est censé dire, comme un peu Tadei en ce moment, mais non, pas du tout, quelle ordure, etc., etc. Et là, il s'est bien tenu, parce que c'est vrai qu'on communique depuis des années par mail, comme je le fais avec Nolo, avec qui j'ai fait un bouquin. De temps en temps, je lui envoie un truc, il m'envoie un truc, on ironise un peu, on se vanne un peu, on dialogue, parce qu'il y a un certain respect, parce que j'admets que Zemmour est un intellectuel de bonne qualité, c'est d'ailleurs un journaliste intelligent, parce que il n'est pas dans la catégorie intellectuelle pure, mais c'est un bon journaliste, qui a des analyses souvent, ou parfois courageuses, et qui est plutôt fait partie du très bon niveau, quand on voit ce qu'il y a en ce moment en France, hein, c'est un des seuls, et c'est vrai que s'il s'est retrouvé sur la couverture du Nouvel Obs, où il y avait, je rappelle, moi à gauche, très jolie photo d'ailleurs, qui m'a amené beaucoup de... Je remercie le Nouvel Obs, parce que ça m'a amené pas mal de fans supplémentaires. Dieudonné au milieu et Zemmour à droite, c'est aussi un peu une manière de dire à Zemmour, on t'a laissé monter dans les médias pour que tu accompagnes on va dire une certaine mise au pas générale. Quand tu commences à ne plus rendre les services que tu dois rendre, on te met un peu sur la sellette. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Parce qu'en ce moment, effectivement, Zemmour n'est pas tombé sur Dieudonné à bras raccourcis, dit qu'il est citoyen français et qu'Israël, c'est une question qui n'est pas centrale chez lui, puisque il est français avant tout, et tout ça, en ce moment, on voit qu'on exige de certains membres de la communauté qui ont des places haut placées, qu'ils soient dans le sionisme intégral, et que s'ils n'y sont pas, on les punit aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme dans toutes les mafias, on s'impose par rapport au reste du monde, mais on demande la soumission au type de la mafia, c'est-à-dire que tu auras les avantages de la communauté, si aussi tu te soumets comment dirais-je, aux injonctions et aux lignes directrices imposées par la communauté. Et en ce moment, Zemmour est en train effectivement de faire preuve d'individualisme et d'honnêteté, je dirais, de courage, etc., sur le sujet notamment du genre. Et là, évidemment, la menace est tombée. Et étonnamment, j'ai vu Ardisson se coucher, je vois Tadei en train de se coucher, je vous le dis, Tadei finira comme Ardisson, hein. À force, on voit très bien comment évolue son émission, on voit que des types qui n'étaient jamais invités, maintenant ils ont leur rond de serviette, c'est ce que disait de moi Finkielkraut à l'époque, c'est maintenant lui qui a son rond de serviette là-bas, que chaque fois qu'il pète de travers, même en essayant d'être malin, Morandini dit que selon les bruits qu'on entend, on va lui déplacer son truc, donc on voit très bien qu'il y a action-réaction, hein. Et on voit très bien qu'il y a les moyens de punir, hein. C'est assez lisible. Et Zemmour, lui, aujourd'hui dit j'ai pas honte de dire que de temps en temps je suis d'accord avec Soral, même d'ailleurs souvent, et ça me gêne pas de prendre mes sources, etc. Il fait preuve d'indépendance d'esprit, d'honnêteté et de courage, et je le salue. Je lui ai d'ailleurs envoyé un mail de félicitations, et je lui ai dit si jamais tu as trop de problèmes, tu sais que tu pourras venir te cacher dans mon bunker. Je lui ai envoyé ça. Mais tout ça justement pour ne pas tomber dans le piège du communautarisme vulgaire qui est souvent celui de nos ennemis. C'est-à-dire qu'un juif français, parce que Zemmour se revendique, il dit qu'il est juif, hein, il dit pas autre chose, qui à un moment donné n'est pas sur la ligne, on va dire, sioniste, conflit de civilisation, diabolisation du Front National, diabolisation des musulmans, etc., finit par se prendre dans la gueule sa propre organisation communautaire. Et quand j'emploie le mot communauté juive organisée, c'est Golnadel qui, quand il était venu me voir il y a des années, pour à la fois me faire menacer par la LDJ et me proposer la soumission et leur protection, exactement comme des racketteurs, hein, ils font les deux en même temps, et que je lui ai répondu non, il m'avait dit je parle au nom de la communauté organisée. C'est son expression, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas de la communauté organisée. Et il semblerait que Zemmour soit un individu issu de cette communauté, ce qui est un mot très ambigu, parce que ça n'existe pas en France, mais qui effectivement a son compte à soi et a son libre arbitre. Et à ce moment-là, je dois le considérer de façon honnête et en conscience comme un citoyen français qui a une certaine origine, avec sans doute certaines attaches affectives, qui est évident, hein. Il ne vient pas du même monde que moi je suis savoyard, je suis attaché aux montagnes, à la neige, etc. Lui vient d'un autre monde, mais en tout cas, il se comporte en ce moment comme un citoyen courageux, honnête, sur des sujets à mon avis importants, et ça en fait, je dirais, quelqu'un de respectable, donc que je respecte, et même si je lui dis, tu risques de t'attirer des ennuis, parce que peut-être il ne l'évalue pas totalement, parce qu'il n'a pas le parcours que moi et Dieudonné avons. Et après, en fonction de l'aggravation de ces ennuis,
On verra d'ailleurs si ma théorie est valide, parce que c'est comme ça que je vérifie mes théories, c'est par la pratique, hein, sinon ça serait du fantasme. Et ben on verra s'il tient jusqu'au bout, si à un moment donné il disparaît, s'il perd sa place dans certains médias, parce qu'il a quand même... Quand on le mettait sur la couverture du Nouvel Obs, il y avait quand même un mensonge. Le mensonge, c'était de dire que le racisme et l'antisémitisme, c'était la même chose, et que Zemmour, c'était le raciste, et Dieudonné et moi, c'était l'antisémite. Mais le raciste, lui, ce que je pense d'ailleurs qu'il n'est pas vraiment, j'aime pas ces pseudo-concepts, hein, lui, il a quand même 5 ou 6 émissions. Alors que les deux antisémites, ils rasent les murs. Ce qui veut bien dire que le racisme et l'antisémitisme, c'est pas le même tarif. Donc c'est pas le même racisme. Et d'ailleurs, quand je vais jusqu'au bout, ce qui est bizarre, c'est que moi, il me semble que ce que ces gens-là appellent l'antisémitisme, qui est en fait un antisionisme, anti-Likoud, et une certaine critique d'une certaine lecture du judaïsme, qui est une lecture, on va dire, territoriale, raciale et je dirais matérialiste du judaïsme, parce qu'il y en a d'autres, celle de Nature Carta, celle de certains juifs orthodoxes. Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'antisionisme légitime et une certaine critique d'une dérive du judaïsme qui d'ailleurs est l'idéologie du sionisme. Hein. Le sionisme existe au nom d'une certaine lecture, je dirais, matérialiste, territoriale et raciale du judaïsme. Et quand on fait cette double critique du sionisme et de ce judaïsme-là, on est quoi? Un antiraciste. Hein? Donc je suis, comme Dieudonné, un antiraciste conséquent. Voilà. Donc en réalité, il faut détricoter toutes ces manipulations sémantiques. Hein. On n'est pas des antisémites. Moi je dis je suis très philosémite. Je m'entends très bien avec les gens du sud de la Méditerranée. Je vais souvent au Liban et en Syrie. Et je suis plutôt quelqu'un qui s'intéresse à l'islam de manière positive, comme d'ailleurs tous les traditionalistes de droite du 19e siècle. Hein. Je demande à certains types qui se croient d'extrême droite d'avoir une culture un peu plus étoffée sur ce qu'est la pensée traditionnaliste. Guénon, Massignon et Corbin, ils verront que ces gens-là ont toujours eu un grand respect de l'islam comme civilisation morale, virile, etc., etc. Donc l'anti-islamisme contemporain de l'extrême droite est lié beaucoup à la, comment dirais-je, à ce qu'on appelle les chrétiens sionistes et aux néoconservateurs américains. Hein. C'est un alignement finalement américanophile d'une certaine, comment dirais-je, d'un certain traditionnalisme français dévoyé. Bon, ça j'ai fait une petite digression comme ça. J'aime bien digresser, ça permet de replacer 2-3 trucs. Voilà, donc c'est tout ça qu'effectivement une fois de plus que je remets à plat. Voilà, donc Zemmour avait encore le droit à une certaine liberté parce qu'il était un peu protégé par son origine communautaire, ce qui est déjà très louche, mais il n'y est pour rien. Aujourd'hui, il n'est plus strictement dans la ligne dans laquelle d'ailleurs la ligne Kuckerman-Finkielkraut qui lui fait bien le boulot. Hein, effectivement, il va commencer à rencontrer des problèmes. Et la couverture du Nouvel Obs, c'est déjà quelque chose, une espèce de menace. Vous voyez, comme quand on disait à Jamel Debbouze, si tu continues à soutenir Dieudonné, on va te rappeler d'où vient ton problème de bras. Vous voyez, il y a des gens qui ont les moyens de menacer et qui te montrent qu'ils ont la force de frappe. Parce qu'on voit d'un seul coup que moi je le vois sur moi en ce moment, c'est dingue. Moi qui subis l'omerta des médias depuis 2004. Depuis 2004, le message, c'est rien sur Soral. Ça m'a été répété par des tas de journalistes avec qui je suis resté copain parce que je viens de ce milieu-là et que je les connais tous. Ils m'ont dit, on ne peut rien faire passer sur toi, c'est rien sur Soral. Donc il y avait ce qu'on appelle la stratégie de l'édredon pendant des années, il n'existe pas, il est mort, etc. Et puis aujourd'hui, c'est tout sur Soral. Et ça vient à un moment donné d'une note interne du CRIF envoyée à Valls. Et là, on voit bien quand même qu'il y a une organisation pyramidale qui fonctionne, parce que je ne vois pas pourquoi d'un seul coup, tous les médias qui ne voulaient pas parler de moi, la même semaine, font un dossier sur moi. Et m'appellent tous les jours, hein, je les envoie chier tous les jours en ce moment, parce que aujourd'hui je dis c'est moi qui décide. Je fais ma star un peu en ce moment, c'est très agréable. Bon, question suivante, parce que sinon j'arrêterai pas de digresser. Oui, bonjour Monsieur Soral, je suis là. Oui. Déjà merci d'être là aujourd'hui, merci pour tout le travail que vous faites au sein d'eux et avec toutes les équipes d'égalité et réconciliation. Vous donniez quelques exemples tout à l'heure. Quand le peuple de France se rend compte de certains dysfonctionnements de l'État ou autre, il a encore la possibilité aujourd'hui, pour faire entendre sa voix, de faire des pétitions. Cela sert-il encore à quelque chose aujourd'hui? Et avez-vous des nouvelles concernant la pétition pour la dissolution de l'État?
Bah ça, c'est un peu symbolique, hein, c'est Dieudonné qui avait lancé ça. Je crois que si on regarde bien la loi, pour qu'une pétition puisse être prise en compte, mais sans aucun effet, il faut des millions de pétitionnaires, je crois. Donc, je ne suis pas un juriste spécialiste de la question, mais je crois que c'est du bidon. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire une pétition avec 5 millions de gens dessus, elle sera consultée, je crois, par je dis peut-être une bêtise, mais elle sera consultée par les autorités politiques, mais il y a juste l'obligation, je crois, de consultation. Et puis la réponse, ça sera, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ça, c'est du travail, je dirais, pour que les gens prennent conscience sur la toile, parce que tout ça, c'est très Internet, qu'il y a beaucoup de monde avec nous. Donc effectivement, c'est pas inutile. Hein. Mais effectivement, aujourd'hui, le pouvoir est quand même vachement verrouillé. Il faut quand même le comprendre. Hein. On voit aujourd'hui qu'on a un président de la République qui est tombé en dessous des 20% de satisfaction et qui avait déjà été élu par 50 et un poil % de votants qui sont déjà pas les inscrits. C'est-à-dire qu'en fait, on est aujourd'hui, effectivement, on n'est pas dans une démocratie, c'est une certitude. On est face à un pouvoir oligarchique qui est un pouvoir d'argent et de médias, c'est-à-dire ce que j'appelle la démocratie de marché et d'opinion, avec à la tête de cette oligarchie des groupes assez identifiables, dans lesquels d'ailleurs c'est toujours multiforme. Hein. C'est une coalition, exactement comme si on regarde une multinationale, à un moment donné, il y a les actionnaires majoritaires, ils sont autour d'une table, ils sont 5, 6 ou 7, et il y en a qui ont 20% des actions, d'autres 12, d'autres 30, avec des noyaux durs, etc. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, il ne faut jamais être trop simpliste, parce que les autres après vous traite de paranoïaque, de complotiste. Il faut être précis. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'idée de la démocratie ne peut plus être crue que par les petits-enfants, et encore, hein, voilà, tout passe en force. La guerre aussi, d'ailleurs, la guerre est déclarée sans recourir au Parlement, parce qu'on dit que ça va durer 15 jours, donc on n'est pas obligé, puis en fait ça dure des années, puis on se débrouille pour pas... Voilà, on voit aujourd'hui que Sarkozy en déclare une guerre parce qu'il ne veut pas rembourser l'argent que lui a donné Kadhafi. C'est vrai, hein, c'est ça. Après, BHL, qui est ce qu'on appelle un saillant, pour citer Jacob Cohen, c'est un agent israélien en France, ce qui explique sa toute-puissance. Parce qu'il faut l'expliquer, hein, la toute-puissance de Bernard-Henri Lévy, il décide de déclarer une guerre parce que dans le calendrier de ce qu'on appelle le Grand Israël, pour ceux qui lisent chez Kim Hossein, il faut foutre à feu et à sang tous les pays du Maghreb pour justifier après un climat de lutte généralisée contre un salafisme exacerbé qui justifiera la position d'Israël comme gendarme occidental pour éviter ce chaos et qui, comme toujours, lancera des guerres préventives de défense qui sont toujours des guerres d'annexion. Ils nous ont fait le coup en 48, en 66 et en 73. Je veux dire, tout ça, c'est facile à comprendre. On est dans ce contexte-là. Bon, je digresse encore un peu. Et dans tout ça, la démocratie n'existe plus, c'est une certitude. La justice existe un tout petit peu encore, mais pas beaucoup. Je le vérifierai d'ailleurs avec la quenelle face à l'UEJF, si je suis condamné et lourdement. On est donc, en fait, effectivement, dans quelque chose qui a été décrit par des tas d'intellectuels critiques depuis longtemps, qu'on qualifie d'ailleurs souvent d'extrême droite, mais George Orwell n'était pas d'extrême droite, qui est ce que j'appelle dans Comprendre l'Empire, pour ceux qui veulent, comment dirais-je, faire la synthèse de tout ce que je vous raconte là par des digressions. J'ai écrit Comprendre l'Empire, je l'ai sorti il y a plus de 2 ans. Tout ce qui est dans ce bouquin est validé aujourd'hui par ce qui se passe au jour le jour. Il n'est jamais critiqué par nos ennemis parce qu'il est difficilement critiquable et il se vend comme des petits pains. Il doit d'ailleurs sortir au Brésil en septembre prochain. Les Coréens même l'ont traduit. Et en fait, ça aussi je vais faire remarquer, si Dugin a fait traduire le bouquin en Russie, si le bouquin a été traduit par les Coréens et s'il est en train d'être traduit dans plusieurs autres langues, c'est pas parce que j'ai été battu par mon papa quand j'étais petit, comme ça a été expliqué dans les médias, qui, quand ils ne peuvent rien répondre sur le terrain de l'idéologie, font de ce qu'on appelle de la psychanalyse de bazar. Vous savez, Hitler n'avait qu'une couille. Bien sûr, ça... je sais pas qui a été humilié par un petit enfant noir à l'école ou je sais pas quoi, et moi ils ont même recouru à ma sœur pour ça. Vous imaginez le niveau quand même de dégueulasserie de ces gens-là, de saloperie de ces gens-là. Allez voir ma pauvre sœur qui a du mal à travailler parce qu'elle porte mon nom dans un domaine qui est quand même très très communautarisé
je ne vais pas vous faire un dessin, qui s'appelle le show business. Et à un moment donné, elle allait la voir en disant, si tu veux continuer à bosser, il faut que tu craches sur ton pauvre frère, comme on avait demandé à Marine Le Pen, si elle voulait revenir dans le circuit, de cracher sur son père. Vous voyez, ces exigences de soumission et d'allégeance, où régulièrement j'entends dire, tu n'as pas dit pardon. Et on dit à Dieudonné, pareil, il n'a aucun remords. Mais demander pardon à qui et pourquoi? Pour m'être fait ratonner 5 fois? Pour qu'on m'ait empêché de travailler, pour qu'on ait menacé ma femme de viol et de la tondre, je demanderais pardon pourquoi, bande d'enculés. Vous voyez? Et comme le dit très gentiment Dieudonné, plutôt la mort que de se soumettre à ces ordures, que ce soit bien clair. Car je le dis bien une fois de plus, on ne fait pas d'essentialisme, on ne fait pas de procès d'intention, on juge les gens à leurs actes. Quand des gens font des listes de gens à ratonner, balancent les photocopies de leurs pièces d'identité, donnent l'adresse de leurs femmes et de leurs enfants, ce que nous pourrions faire de notre côté, car nous avons aussi toutes les infos, il faut le savoir. Hein, il y a beaucoup de policiers qui nous aiment bien. On a toutes les infos nous aussi, mais il y a des choses qui ne se font pas. C'est tout. À chaque agression que j'ai subie, le plus grand nombre de blessés, c'était des femmes et des enfants. Rappelez-vous ça par la LDJ. Hein, dans la librairie en 2004, ils ont blessé essentiellement des femmes, dont les 2 libraires qui étaient un couple de lesbiennes grecques, hein, qui ont eu le crâne ouvert à coups de barre de fer, etc. On juge les gens à leurs actes. Moi, je ne suis pas anti-sioniste parce que mon papa m'a battu quand j'étais petit. Ça m'a donné peut-être une sensibilité, c'est possible. Mais simplement parce que j'ai regardé Plomb durci et que des gens qui phosphorent au phosphore blanc des femmes et des enfants qui sont dans un ghetto où on leur coupe régulièrement l'électricité et l'eau pour qu'ils se soumettent et qu'ils crèvent, simplement comme j'ai été élevé dans les valeurs, dans les droits de l'homme, auxquels j'ai eu la naïveté de croire sans doute, je trouve ça abject et dégueulasse. Voilà. Et que des gens qui supportent ça, sans aucune ambiguïté, se permettent de traiter Dieudonné de raciste et d'ordure, parce qu'il essaye de rire un peu de tout ça pour faire baisser la tension, et que jamais aucune violence n'a été commise, je le répète, malgré sans doute toutes les manipulations, parce qu'il y en a eu au nom de moi ou de Dieudonné, parce qu'on a toujours été très clair là-dessus. Moi je fais de la formation, de la pédagogie, de la culture, et Dieudonné fait du divertissement, qui est une autre manière de faire ce que je fais d'ailleurs, hein, on le fait de 2 manières différentes et complémentaires. On juge les gens à leurs actes, et aujourd'hui on voit qui se tient bien, qui se tient mal. Et je pense que ça, c'est fondamental, et c'est ça en dernière instance qu'il faut juger. Voilà. Et je le répète, quand on raconte que des gens m'ont accueilli avec le bras tendu dans l'Express, dans le 15e arrondissement, dans une salle des fêtes musulmane, dans ma conférence de Marseille, il suffit de regarder les images. Jamais nous on utilise ce genre de procédé. Moi j'essaye de faire une critique honnête et je pense que ça suffit. Hein, quand on traite Dieudonné de raciste en oubliant que c'est un métis, c'est-à-dire que c'est un antiraciste intrinsèque, il est noir et blanc dans son propre corps. Hein, non mais c'est vrai, c'est assez aberrant. Et quand on voit que les gens aujourd'hui ne fonctionnent que sur la menace et le mensonge, c'est très grave. Voilà, parce que ça aide à certaines prises de conscience. Donc, c'est pour ça que je vous dis, un type comme Zemmour est très utile en ce moment, parce qu'on voit effectivement qu'il ne faut pas faire comme le font eux, de réduction, d'amalgame et d'essentialisme. Où à un moment donné, on dit par exemple que Marine Le Pen serait fasciste, parce qu'elle est la fille de son père. Vous voyez, qui serait la transmission héréditaire des valeurs. Ça s'appelle le tribalisme. Hein. Ça conduit à ce qu'on appelle la razzia et la vendetta, c'est-à-dire où on peut punir le frère, le cousin de quelqu'un qui a fait un acte délictueux parce qu'il porte le même sang. Or, ces gens-là essayent de nous imposer ces valeurs-là en France. Hein. Normalement, on est dans une logique de ce qu'on appelle l'individualisme, qui est l'anthropologie universaliste. On est responsable de ce qu'on fait. Alors moi, comme moi Dieudonné, je le rappelle, je suis né en 58, lui né en 66, je crois. Nous n'avons pas collaboré avec les Allemands, nous n'étions pas nés. Vous voyez, ce genre de choses qu'il faut rappeler. Hein. De même que je n'ai pas colonisé non plus, ni mes ancêtres savoyards. Très peu de Savoyards ont agi dans la colonisation de l'Algérie. Vous pouvez le vérifier sociologiquement. Et c'est toutes ces saloperies qu'on nous impose depuis des décennies. La responsabilité collective, ni pardon ni oubli, hein, qui est contrairement contraire à ce qu'on a au pardon chrétien et au comment dirais-je, au Dieu miséricordieux. Je rappelle que
le Dieu des musulmans et sa première qualité, son premier attribut, c'est la miséricorde. Hein. C'est pas la vengeance tribale. Mahomet est venu dans la péninsule arabique au 7e siècle, pour pas dire de bêtises, au 6e et demi, hein, 7e, le temps que ça s'implante, pour sortir justement du clanisme et du tribalisme. Il faut le rappeler. Et c'est pour ça qu'il a fait accéder ces communautés-là à une dimension universelle, parce qu'il est sorti justement de la logique de la razzia et de la vendetta, justement. Et des gens aujourd'hui essayent de nous faire replonger systématiquement là-dedans. Ça aussi, tout ça c'est un travail de sociologue, de journaliste qu'il faut faire, de façon impérative. Refusons au nom de l'universalisme, qui sont les valeurs officielles, tout ce qui est de l'ordre du néo-tribalisme, hein, la responsabilité collective et la responsabilité transmissible. Je rappelle qu'Arnaud Klarsfeld est petit-fils de déportés. Comme si moi je demandais aujourd'hui des sous, être membre du Conseil d'État, d'avoir une voiture de fonds, parce que je suis petit-fils de résistant. Ce qui est vrai du côté de mon père et de ma mère. Je suis petit-fils de résistant, j'ai jamais résisté à rien moi-même. Sauf aux sionistes aujourd'hui en France, qui n'est pas grand-chose. Hein. Quoique. Mais aujourd'hui, on a des gens qui réclament des privilèges héréditaires. Les privilèges héréditaires, c'est l'Ancien Régime, je le rappelle. Tout ça, il faut bien maîtriser tout cet appareil conceptuel, qu'on soit de quelque origine qu'on soit, et leur mettre dans la gueule tout ça. Hein, rappeler tout ça, parce que les journalistes ne le font plus, les politiques ne le font plus, et ce que je vais appeler les sionistes, nous ont collé progressivement depuis, moi j'ai daté ça au milieu des années 85, nous ont imposé progressivement toutes ces pseudo-valeurs contraires en fait aux valeurs fondamentales, dont ils se réclament par ailleurs. C'est ça qu'eux, ils veulent... Comme par exemple, quand il y a un juif escroc, c'est un individu, vous voyez. Mais quand il y a un juif victime, il est membre de la communauté juive, et c'est toute la communauté qui a été atteinte. Donc c'est toujours le double clapet. Le méchant, il est tout seul, ça n'a rien à voir. Le El Malais, ça n'a rien à voir avec la communauté. Mais par contre, quand c'est le pauvre Ilad Halimi, c'est toute la communauté. Tout ça, c'est de l'arnaque conceptuelle, dans un but de domination et de manipulation. Ça ne veut pas dire qu'il faut se réjouir de la souffrance d'un mec qui a été martyrisé et assassiné par un abruti total et un voyou et une bête sauvage. Bien évidemment, évidemment. Mais je pense que tout le monde est là-dessus. Mais à un moment donné, c'est bien rappeler qu'effectivement, la double éthique, ce ne sont pas les valeurs universelles, elles ne sont pas les nôtres. Hein. C'est les mêmes valeurs pour tout le monde, la même loi pour tout le monde, et la citoyenneté pleine et entière pour tout le monde, avec ses devoirs et ses privilèges. Voilà. Et une fois de plus, je vais arrêter la digression là-dessus, parce que tout ça, c'est des argumentaires que vous devez maîtriser dans les dialogues de bistrot permanents, quand je lis des fois toutes les conneries que les gens ont gobées, en disant quand même, gna gna gna. Non, merde.